Signori e signori, mesdames et messieurs, buonasera e benvenuti a questa tavola rotonda dedicata alle buone pratiche della gestione del patrimonio culturale. Sono Borna Scognamiglio, vicepresidente della rete dei ricercatori italiani in Francia e membro del comitato parigino del FAI France. Siamo onorati di essere qui stasera, ospitati in questa sede prestigiosa, e ringraziamo il console generale Andrea Cavallari di aver permesso a questo evento di essere organizzato. Je vais parler ensuite en français parce qu'on a décidé que la langue de médiation soit le français pour permettre à nos hôtes français de suivre le débat qui va s'en suivre avec la table ronde. Mais si vous avez des questions aussi en italien, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, les communications seront mêlées en italien. Donc je prie Monsieur le Consul Général de s'exprimer et de donner son allocution de bienvenue. Et puis nous allons commencer cette table ronde tout en remerciant, je me permets de remercier donc, nos partenaires qui ont permis cet événement, les partenaires institutionnels tels que donc, la délégation permanente d'Italie à l'UNESCO et l'Institut culturel italien à Paris, représenté donc, par M. Poti et la directrice Valencise, l'ambassadeur Le Monaco n'a pas pu venir, donc on est heureux tout de même d'avoir M. Poti ici présent. Et ici, aussi, nous remercions les partenaires comme l'Italien Direct et le blog L'Avventura, qui sont nos partenaires médias, et notamment la société Dante Alighieri, le comité de Paris, présidé par M. Michele Canonica, et la Maison de l'Italie de la Cité universitaire, qui ont permis cet événement. Voilà. Monsieur le Consul. Molte grazie e buonasera e benvenuti al Consolato d'Italia a Parigi. Molto felice di vedere la sala piena per questo bel evento e benvenuti a tutti i panelist che sono qui con noi questa sera. Da parte mia un brevissimo benvenuto, prima di tutto per dirvi, per confessare un conflitto di interessi. Vedete al mio bavero un emblema, è quello del FAI Italia, di cui, meglio, FAI France. La sezione di Parigi del francese del FAI, di cui sono membro e ne sono molto fiero. Spero che questo evento di questa sera possa portare molti di voi ad aderire alla campagna del FAI. Je suis très heureux de cette manifestation pour au moins 3 raisons. La première, c'est parce qu'elle témoigne de la vitalité, encore une fois, des associations italiennes en France. RECIF, l'association qui rassemble les chercheurs italiens en France, et le FAI, donc le Fondo Ambiente Italien en France, sont parmi les associations très actives, mais très nombreuses également, qui travaillent avec le consulat et nous permettent de rejoindre des contacts très nombreux. Donc merci pour ce travail que vous faites et pour avoir choisi un thème si important. La deuxième raison est exactement l'importance du thème choisi, l'actualité et le contexte dans lequel il est posé. Laissez-moi simplement rappeler comment en Italie cette question de la gestion des biens culturels, du patrimoine culturel est actuelle en ce moment. Il y a une réforme profonde des institutions publiques qui s'occupent de ces questions, à commencer par le ministère de MIBAC, par impulsion du gouvernement de M. Renzi et du ministre Franceschini. Juste quelques chiffres, 45 millions de visiteurs dans les musées italiens en 2015. C'est énorme, c'est plus 12% par rapport à 2 ans avant. Énormément d'investissements. Ils ont été annoncés par le ministre Franceschini il y a quelques jours, 300 millions d'euros pour la prochaine 3 années pour la planification, qui vont s'ajouter à 360 millions pour le sud de l'Italie, qui est, comme vous savez, les régions dans lesquelles sont présentes des liens culturels très importants. Cela pour vous dire comment l'actualité est importante.
Et un autre aspect qui va être, j'espère, débattu ce soir, c'est aussi l'impulsion qui a été donnée par le gouvernement italien, par le ministre Franceschini, à la contribution des privés, hein, par le public, pour le soutien du privé au travail que fait le public, par ce qu'on appelle en Italie le art bonus, c'est-à-dire la possibilité de déduire des impôts toutes les donations qu'ils ont faites aux institutions muséales et culturelles. La troisième raison pour laquelle je suis particulièrement satisfait de cette soirée, c'est la présence ici ce soir de tous les acteurs qui participent à la gestion du patrimoine culturel, que ce soit du côté des institutions publiques, donc les institutions gouvernatives, italiennes et organisations internationales, les acteurs privés comme le FAI, et les associations, et les entreprises culturelles comme Culture Espace et d'autres qui sont autour de cette table. Cela vous donne l'idée de l'importance et la valeur de ce qu'on appelle la partnership entre le public et le privé. C'est essentiel, c'est quelque chose qui est devenu vraiment la base de toute politique de bonne gestion des affaires culturelles, du patrimoine culturel. Avec ces mots, je termine mon introduction. J'espère n'avoir pas été trop long. Pour donner la parole, par contre, à Marina Valencise, qui est directrice de l'Institut culturel italien, et pour souligner avec sa présence et avec celle de mon collègue, le conseiller Eugenio Potti, de la délégation italienne auprès de l'UNESCO, de l'importance que les institutions diplomatiques et consulaires italiennes en France donnent à cette question et l'unité qui nous rassemble à cette manifestation. Merci beaucoup. Merci. Grazie al console d'Italia Andrea Cavallari, grazie agli organizzatori di questa tavola rotonda, ai dirigenti del FAI France, a Borna Scognamiglia, a Tiziana Zalla, a tutti quelli che hanno partecipato, che parteciperanno a questa discussione. Come direttrice dell'Istituto di Cultura sono particolarmente lieta di essere qui con voi stasera, perché nel nostro piccolo abbiamo negli ultimi anni cercato di valorizzare al massimo i temi di cui parlerete voi stasera, e cioè la sinergia con il mondo imprenditoriale, quindi la collaborazione molto stretta tra le istituzioni pubbliche e gli attori economici, imprenditoriali della vita pubblica, della vita sociale, e poi soprattutto la chiarezza dei programmi et le rinnovamento delle générations. Nous avons essayé donc de mettre en place dans les 3 dernières années une attention particulière à la collaboration la plus étroite possible entre le monde des institutions et le monde de l'entreprise. Nous avons essayé de valoriser au maximum le patrimoine dont nous disposons, si bien que l'Hôtel des Galliffes vient d'être renouvelé grâce à l'aide et au mécénat de compétences de maintes entreprises italiennes d'excellence. Et nous avons surtout axé notre action sur une clarté et sur une très grande qualité des programmes. Cela démontre que la valorisation du patrimoine est une mission difficile, mais elle est possible. Elle est possible, elle peut être réalisée grâce à l'effort commun, grâce à la capacité de fédérer autour des institutions publiques des forces nouvelles, des énergies importantes de la société civile. Donc c'est sur la base de ce souhait que je vous donne ma bénédiction personnelle, donc vous n'en avez pas besoin naturellement, et surtout je vous invite à débattre avec beaucoup de passion sur ces sujets qui sont des sujets que Bruno Monnier connaît par cœur. Il a été donc l'exemple de la collaboration importante et riche. Je viens de visiter Aix-en-Provence. Je viens de témoigner directement donc la beauté de l'hôtel de Caumont qui a été renouvelé, restauré grâce à un partenariat important entre les institutions locales et Culture Espace. Et donc c'est ça le sens qu'il faut, je pense, parcourir pour mettre en relief et surtout pour valoriser au maximum possible le patrimoine commun. Invito Eugenio Potti a esprimersi, grazie mille. Grazie a tutti e grazie innanzitutto al Console Generale per l'ospitalità, grazie agli organizzatori, a FAI France e a tutti quanti gli oratori di questa giornata. Io
Leggerò qualche riga che avrebbe letto volentieri anche l'ambasciatore Lo Monaco, che purtroppo per impegni sopraggiunti all'ultimo minuto non ha potuto essere qui, ma ci avrebbe tenuto particolarmente perché per noi come delegazione italiana all'UNESCO il tema è particolarmente sentito e particolarmente importante. La protection et la gestion du patrimoine culturel, véritable trésor de l'humanité, n'est pas seulement une affaire d'État, ni la seule responsabilité des administrations ministérielles, mais nous concerne tous en tant qu'individus et citoyens. Pourquoi? Parce que les patrimoines culturels matériels et immatériels incarnent et symbolisent l'identité des peuples et des nations. Ils constituent une source d'identité et de cohésion pour des communautés perturbées par l'accélération des changements et la stabilité économique. On sait maintenant que les pierres ne sont pas que des pierres, elles représentent l'individu et son histoire. Actuellement, ce patrimoine est gravement menacé par les groupes extrémistes qui se proposent justement d'anéantir l'identité culturelle des peuples et de détruire la mémoire de l'humanité. Face à ces attaques intentionnelles et répétées contre les biens culturels, la conscience collective est de plus en plus éveillée et sensibilisée à la valeur du patrimoine en tant que témoin de la créativité humaine. Pour reprendre les mots de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, dans sa condamnation des attaques délibérées de la part des groupes terroristes, la préservation du patrimoine est un impératif humanitaire qui requiert une réponse forte et concrète de la part de la communauté internationale et surtout de l'UNESCO en ce cas-là. Dans ce contexte tragique, l'Italie, forte de son expérience en matière de préservation et sauvegarde des biens culturels, a décidé de s'engager avec d'autres pays aux côtés de l'UNESCO pour trouver des solutions efficaces pour agir aux situations de crise. Au cours des derniers mois, des projets de résolution ont été approuvés à l'unanimité, et par acclamation, j'ajouterai, par les 195 pays membres de l'UNESCO sur les rôles de la culture dans les zones de conflit, qui ont contribué, ces projets de résolution, à renforcer le consensus international sur l'urgence de répondre aux attaques contre les biens culturels et de contraster le trafic illicite des biens mêmes. L'Italie signera en ce jour-là, la prochaine semaine, avec l'UNESCO, un accord historique à Rome, qui pourra servir de modèle pour les autres pays. Il s'agit de mettre à la disposition de l'organisation les meilleures expertises au niveau national dans les différents domaines de la sauvegarde du patrimoine culturel et surtout dans la lutte contre les trafics illicites. D'autres pays sont en train de se mobiliser dans cette direction, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce et bien d'autres. Toutefois, il revient à l'Italie d'avoir mis en place un mécanisme d'intervention original et diversifié. Il va sans dire que notre savoir-faire est connu sur le plan international en matière de biens culturels. On peut citer l'action du Commando dei Carabinieri, représenté ici aujourd'hui par le Maggiore Romano, mais aussi les expertises de restauration en matière de restauration et d'archéologie, a certainement contribué à la réalisation de ces projets ambitieux. L'Italie donc est en première ligne en ce qui concerne l'action au niveau international avec l'UNESCO pour assurer la protection des biens culturels menacés par les groupes terroristes. Mais pas seulement. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. Il faut une action commune du secteur privé, du secteur public et de toute l'humanité. Merci. Merci beaucoup. Je passerai à une introduction rapide de la part des deux présidents des organisations qui ont co-organisé cet événement. Donc j'ai le plaisir de convier Madame Tiziana Zalla pour une allocution sur Récif. Merci. Et bonjour, je suis ici aujourd'hui, je suis très contente d'être là et je suis là comme présidente de l'association de chercheurs italiens en France, Récif, donc, qui a organisé avec les FAI cet événement. Et Récif est une association donc, de chercheurs italiens qui est née il y a environ 2 ans de l'initiative d'un groupe de chercheurs italiens et qui était motivé
principalement par les constats qu'il y a énormément de chercheurs italiens, il y a un grand nombre de chercheurs italiens en France, aussi énormément d'étudiants, de postdocs, ou des gens qui viennent se former ici. Et donc on a pensé que il existe beaucoup d'associations, mais à l'époque il n'y avait pas encore une association de chercheurs. Donc moi en tant que chercheuse, j'ai été sollicitée avec Borna et d'autres collègues et amis. Nous avons créé cette association qui compte aujourd'hui environ 150 inscrits. Et les objectifs, on a plusieurs objectifs, mais je ne veux pas en parler trop longuement. Principalement, donc, faire participer, partager notre travail de chercheur, qui se développe dans des laboratoires, dans des milieux vraiment de spécialistes. Donc, c'est partager ce travail avec les personnes, la société. Donc un travail principalement de divulgation, de vulgarisation scientifique. Donc parler aux gens, essayer de faire comprendre l'intérêt de la recherche, et ce que la recherche peut porter pour les quotidiens, pour améliorer la qualité de vie. Et il y a donc aussi une valorisation de la figure du chercheur qui va avec ces objectifs. Et l'intérêt aussi de créer un contexte de chercheurs italiens qui opèrent en France, mais qui gardent quand même des liens avec notre pays d'origine. On a tous des liens parce qu'on a étudié, on s'est formé en Italie souvent, et donc mais on travaille ici dans ces pays. Et donc ça c'est notre objectif. Aussi donc ce qui nous motive aussi dans cette association, c'est la création de relations, de projets communs avec les autres associations qui existent et aussi avec les entreprises. Donc on travaille dans cette direction par la proposition de la création de stages qui puissent favoriser l'intégration de jeunes Italiens qui arrivent et qui ont besoin donc d'être orientés, d'être mieux intégrés dans ces pays. Et l'événement d'aujourd'hui, c'est un exemple donc d'une belle réussite de notre association. Et donc je vous remercie d'être là pour partager cette journée avec nous. Grazie Tiziana. Nous allons effectivement postposer l'intervention de Michele Canoli, qui est président de la Société d'Intelligieri du Comité de Paris, à la fin de la table ronde. Il pourra faire une allocution finale. Et j'aimerais introduire Romano Ferrari, président du FEI France. Romano, merci beaucoup. Il va nous parler de FEI France et introduire évidemment cet événement. Il y a deux nouvelles. La bonne, c'est que je suis le dernier entre le débat et l'introduction. La mauvaise, c'est que vous devez me supporter pour 2 minutes maintenant. Tout d'abord, merci aux intervenants qui ont voyagé, qui sont venus, qui sont intervenus. Ça me fait beaucoup plaisir d'entendre leur voix, entendre leur opinion et leurs suggestions. Et encore plus, merci aux autorités italiennes qui nous ont soutenus, encouragés dans cette initiative. Donc, le consul général d'Italie, la directeur de l'Institut culturel italien, Dr. Vanessisi, et la délégation italienne de l'UNESCO, qui nous a aussi soutenus à travers son ambassadeur, l'ambassadeur Norman Lacroix. Naturellement, merci aussi à Michele qui a décidé de me laisser parler en me cédant sa place. FEI France est né il y a moins de 2 ans, enthousiaste de ce que le FEI a créé en Italie. Donc, quelques fous italiens résidant en France s'est mis dans la tête d'émuler ce que le FEI fait en Italie, et on essaye, et on y travaille. La journée d'aujourd'hui s'encadre parfaitement, pas seulement dans l'esprit, mais aussi dans la mission que nous nous sommes donnés comme FEI France. Bien évidemment, nous sommes la main droite ou gauche de FEI en France, mais surtout, et notre mission, c'est donc aider le FEI dans sa mission de récupération des monuments historiques et du patrimoine italien, mais c'est aussi de renforcer les liens culturels entre la France, notre pays de résidence et d'adoption, pour beaucoup d'entre nous, et l'Italie.
Et alors, pour faire une longue histoire, seulement quelques mots, j'oserais dire qu'aujourd'hui, les chiffres que j'ai entendus par le consul général, Dr Cavallari, et les chiffres que nous entendrons, j'en suis sûr, des autres, sont très rassurants. Sont très rassurants parce qu'il y a quelques années, il y avait une personnalité italienne, déjà plusieurs années, qui semblait dire le contraire, qu'on n'avait pas de sous pour la culture, qu'on n'avait pas d'énergie, qu'on ne pouvait pas parce que la culture ne donne pas à manger. Alors ce soir, je suis persuadé que la salle ici et les acteurs de ce débat sont la preuve que cette personnalité avait raison. La culture ne donne pas à manger, parce que la culture, c'est la vie. Et pour la culture, on vit notre vie. Voilà. Grazie mille Romano, grazie mille per queste bellissime parole. Direi possiamo passare au noyau dur de la journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir ici sur ce plateau des personnalités relevant de milieux très variés. Il a été déjà remarqué du monde du secteur de la culture. Et nous avons voulu, à travers cette table ronde, réunir ici ces personnes, ces réalités, et essayer d'en tirer les bonnes pratiques pour la gestion du patrimoine culturel. Et ne pourrait-on pas commencer de façon spécifique si on ne parlait pas d'une façon plutôt générale. Donc j'ai le plaisir d'introduire Livio Garuccio. Livio Garuccio, représentant de l'UNESCO, fonctionnaire à l'UNESCO, docteur en esthétique à l'Atelier des Arts à l'EHESS, et depuis 2010, il est en charge des relations avec le secteur privé et les fondations pour la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il s'intéresse au rôle du patrimoine dans le développement durable et les synergies publiques-privées dans ce domaine. Il est membre de l'ICOMOS et de la Société italienne d'esthétique, et depuis 2014, il agit aussi pour l'ensemble des conventions du secteur de la culture. Livio, je vous en prie, vous avez ici le microphone et la télécommande, vous pouvez aussi l'utiliser. Il suffit de l'allumer. Pas besoin parce qu'il n'y a pas d'autres slides que c'est là. D'accord, parfait. Merci beaucoup, monsieur le consul général Cavallari. D'abord, merci pour nous accueillir ici ce soir, madame la directrice, chers collègues de la délégation italienne, chers intervenants, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour moi d'accepter cette invitation de monsieur Romano Ferrari, que je vais tout de suite contredire, parce que je vais dire que parler comme la culture donne à manger, et l'UNESCO a prouvé que c'est le cas, donc je vais y arriver. Et j'aimerais présenter le travail de l'UNESCO à partir de 3 axes qui font écho et qui sont en lien avec le thème de cette table ronde sur les bonnes pratiques de gestion du patrimoine culturel. Le premier axe est celui qui concerne la dichotomie présupposée entre conservation et développement. L'UNESCO a été souvent pointé du doigt comme invasion du conservatorisme. On verra que ce n'est pas le cas, en tout cas c'est de moins en moins le cas. La deuxième, c'est la question de l'économie de la culture. Je vais venir donc sur... je sais très bien. Et la troisième, c'est justement mon travail avec le partenaire privé, les synergies publiques-privées pour des projets de conservation. Enfin, j'espère avoir le temps de rappeler brièvement qu'est-ce que c'est la Convention du patrimoine mondial et son importance comme plateforme de dialogue international en matière de conservation. Donc la question du développement et la dichotomie entre conservation et développement, il y a surtout dans les pays en développement une tension entre les besoins de la nécessité de conserver un patrimoine extraordinaire et les besoins des communautés locales vivant dans les sites du patrimoine mondial de se développer dans un développement socio-économique qui est compréhensible et à l'encontre de laquelle l'UNESCO essaie de venir. Effectivement, en 2011, la conférence générale de l'UNESCO
a approuvé, a ratifié une recommandation, la recommandation concernant les paysages urbains historiques. Cette recommandation, pour la première fois, regarde aux villes, non seulement comme un ensemble de monuments, mais comme des organismes vivants où la diversité culturelle, l'industrie créative, les patrimoines immatériels, etc., doit être prise en compte dans des politiques de conservation et de gestion. Je prends le cas de la ville de Venise. Elle ne peut pas être gelée dans sa beauté éternelle. Elle doit diversifier ses sources de revenus, pas seulement celle du tourisme, et y compris, par exemple, par l'exploitation des industries créatives. Cet exemple-là nous amène justement à la question de l'économie, du poids de la culture et du patrimoine dans nos économies contemporaines. Il se trouve que, ici tout le monde dans la salle, je pense, qui est d'accord sur ces sujets, mais l'UNESCO le voulait vraiment prouver chiffres à la main. Donc on a développé des outils statistiques, les outils de l'UNESCO, donc statistiques de l'UNESCO pour les indicateurs UNESCO pour la culture, de la culture pour le développement, pardon. Il s'agit on a travaillé pendant 5 ans avec notre institut statistique, et on a prouvé effectivement que là où il y avait des investissements en termes d'infrastructures, en termes d'emplois liés au théâtre, aux industries créatives, au patrimoine, etc., il y avait création des richesses, création d'emplois, etc. C'est des choses qui étaient importantes de dire, et surtout montrer chiffres à l'appui. Et avec ces résultats, on est allé aux Nations Unies, à New York, en septembre dernier, septembre 2015. Et pour la première fois, donc, la culture a été reconnue dans l'agenda 2030 de développement durable. C'était un énorme exploit, un énorme aboutissement pour le travail de l'UNESCO de longue haleine, justement. Et pour la première fois, l'agenda international, les différentes agences des Nations Unies tiennent en compte, considèrent ces facteurs de la culture et du patrimoine comme un facteur qui est indispensable pour le développement de l'humanité des prochaines 15 années. Enfin, donc, je viens au partenariat, et plus particulièrement donc, à mon travail au sein de cette organisation. Et je rappelle brièvement que les partenariats sont dans l'ADN de l'UNESCO. L'UNESCO et les partenariats et les multilatéralismes, bien entendu. L'UNESCO est né de l'élan qui a suivi la campagne de Nubie en Égypte en 1959, un immense chantier de 20 ans qui a contribué à sauvegarder les sites qui seront devenus après patrimoine mondial, Abu Simbel, Philae, etc. C'était un résultat émouvant de coopération internationale. Et sur cet élan-là, sur cette belle histoire, belle extraordinaire réussite, a été fondée la discussion sur la nécessité d'une convention internationale qui s'occupe de la protection du patrimoine culturel et naturel, qui a été ratifiée donc en 1972. Les partenariats de l'UNESCO, c'est d'abord les partenariats bilatéraux que je cite ici parce qu'ils représentent tout de même la plus grosse partie de notre budget extra-budgétaire en termes de financement sur des projets sur les terrains, et l'Italie est historiquement un des donataires principaux extra-budgétaires de notre organisation. Et toutefois, on le sait bien, donc les budgets pour la culture ont été massivement réduits récemment, et le budget de l'UNESCO aussi, pour une série de raisons. Et donc, on nous demande de trouver des sources de financement alternatives, et on se tourne de plus en plus vers les mondes du privé, qui étaient traditionnellement, historiquement réticents à financer les patrimoines parce qu'ils ne voyaient pas un retour immédiat sur investissement. Nous, on a essayé aussi, les procédures internationales, légales, au niveau international, sont très compliquées. Nous, on a essayé justement de démontrer que
que cela, on essaie tous les jours en fait, hein, de démontrer que cela n'est pas le cas. Et effectivement, nos partenaires qui vous voyez ici, ça c'est une image qui est une mosaïque qui est tirée d'une série de campagnes de communication qu'on a menées avec nos partenaires History Channel, Panasonic, Mercedes-Benz en Chine, la fondation suisse Franz Weber, la télévision japonaise TBS, etc. Cette contrepartie communication est fondamentale. Les sociétés s'engagent, investissent dans l'UNESCO parce qu'elles souhaitent avoir un retour d'image, il s'agit souvent d'un budget marketing, et donc il faut aller convaincre les responsables marketing qu'on est les meilleurs et qu'on peut bien travailler ensemble. Effectivement, ils financent une série de projets. On pourra en parler si on a le temps après, qui vont du renforcement des capacités des gestionnaires des sites à la formation des gens qui travaillent effectivement dans les réserves naturelles ou dans les parcs archéologiques, à l'éducation des jeunes, à la conservation proprement dite. En plus j'aimerais souligner que privatiser, ça ne veut pas dire, enfin le partenariat privé, ça ne veut pas dire privatisation de la culture. Au contraire, à mon sens, ces partenaires demandent un secteur public fort qui puisse les coordonner, les gérer en toute transparence. Mais il ne s'agit pas seulement de grosses sociétés, c'est aussi le monde des fondations. Nous avons avec la fondation Franz Weber, une fondation suisse qui s'occupe de la protection du patrimoine, des projets très intéressants pour la préservation des réserves naturelles au Congo et aussi sur un programme de réponse rapide en cas de catastrophes naturelles dans les sites du patrimoine mondial. Et aussi, bien sûr, la société civile, c'est les poids grandissants qui prend le financement participatif en ligne. J'en parlais tout à l'heure avec le professeur Tobelem de My Major Company, qui est pour le Centre des Monuments Nationaux, a récolté 70 000 € en quelques semaines pour la rénovation du Panthéon ici à Paris. Mais bon, il s'agit en général de sommes bien plus petites, donc c'est vraiment une discussion qui est en train en ce moment de se faire chez nous à l'UNESCO sur comment s'engager de ces côtés-là. Il y a une brochure qui est distribuée à l'entrée sur nos partenariats pour les informations et aussi pour les modalités de venir en contact avec nous et de coopérer sur des projets de conservation. Et je suis bien sûr à votre disposition pour en parler. Et pour conclure, j'aimerais juste rappeler qu'est-ce que c'est la Convention du patrimoine mondial de 1972 et quelle est son importance. C'est la seule instance intergouvernementale pour la protection du patrimoine. C'est le seul endroit au monde où les représentants du gouvernement des 191 pays États partis siègent ensemble à l'occasion du Comité du patrimoine mondial et discutent de l'état de conservation des sites sur la liste. 2031 sites qui sont actuellement sur la liste. C'est des sites que nous, que l'UNESCO considère avoir une valeur universelle exceptionnelle. Et de ces faits, être mérité une forme de protection qui va au-delà des frontières nationales. Je cite un seul exemple auquel je tiens beaucoup, c'est celui de la ville de Saint-Pétersbourg, un paysage urbain historique d'une homogénéité et intégrité remarquable, dans laquelle il y avait un projet de développement du siège de Gazprom en lisière, en face du centre historique, donc et de la zone inscrite par l'UNESCO. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de mobilisations internationales au sein du comité pendant plusieurs années, à la fin des années 2000. Ça a été la tour plus haute d'Europe, juste en face d'un des plus beaux centres historiques du monde, je pense.
Et enfin, l'autorité fédérale de conservation du patrimoine a donné avis défavorable à cette construction. En 2010, le projet a été décliné et a pris une autre forme. Voilà, ça c'est... je pense que de cette belle réussite concentre vraiment tous les sens et toute la légitimité de cette convention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Garuccio. Je suis très heureux d'entendre, justement, dans un cadre général, il y ait autant d'opérations qui puissent justement relier l'aspect de la gestion du patrimoine dans un milieu public et qu'il y ait autant de sujets privés de grandes entreprises qui poussent leur responsabilité sociale d'entreprise vers ces niveaux-là. Je passerai maintenant sur le programme à introduire ceux qui sont les acteurs de la valorisation du patrimoine. Il y a plusieurs sujets qu'on disait et la première personne que je vais introduire, c'est bien Patrice Simonet, directeur de la récolte de fonds au sein du FAI, depuis désormais plus de 3 ans. Parmi ses activités clés, on trouve la gestion d'initiatives qui mobilisent chaque année des centaines de bénévoles, ainsi que des milliers de personnes aimant l'art et la nature, telles que les campagnes nationales du journal FAI di Primavera, et dont le FAI est le promoteur. Le FAI à l'Italie, c'est une réalité inégalée au niveau culturel, et donc accueillons-nous M. Simonet pour nous en parler davantage. Merci beaucoup. Merci, je vais me mettre dans l'angle là-bas. C'est une chose un peu spéciale parce que moi je suis français mais je travaille au FAI en Italie. Donc ça va être très difficile parce que je ne vais pas trouver mes mots en français, ça va être fantastique. Parce que je suis vraiment habitué depuis 15 ans à être italien. Donc c'est vraiment toujours un plaisir de venir là. Merci à monsieur le consul de nous accueillir. Et merci surtout aussi à Romano Ferrari qui un jour est venu au FAI, nous a dit « je voudrais créer le FAI France ». Et on est tous un peu là pour ça aujourd'hui. Merci à Borna et à Récif qui ont réuni toutes ces personnes et merci à vous. J'ai amené des photos. Donc en théorie, on va essayer de faire une présentation assez légère. Vous connaissez déjà le FAI en général. Il y a des fois où je vais présenter le FAI à des étrangers et le FAI est vraiment une réalité italienne, une excellence italienne. J'ai amené des photos parce que c'est toujours plus facile de montrer l'avant et l'après, on aime beaucoup l'utiliser. Mais avant tout, je voulais vous donner des chiffres, quelques chiffres pour montrer qu'est-ce que c'est que le FAI aujourd'hui. Ça a été créé il y a 40 ans par 4 personnes qui connaissaient bien le National Trust en Angleterre. Ils ont voulu vraiment prendre un modèle et le répliquer en Italie. Évidemment, on n'a pas la dimension du National Trust d'aujourd'hui, qui a plus de 120 ans et qui a plus de 200 propriétés, qui récolte dans les 100 millions de pounds par an, mais les chiffres commencent à être impressionnants. 53 sites, après je rentrerai dans le détail, plus de 200 personnes de staff, on est 120 au siège à Milan, et dans les propriétés on a 80 personnes. Évidemment, plus on a de propriétés, plus on a besoin de gens, donc on est en train de s'organiser pour ne plus grandir au siège, mais grandir sur le territoire. En 2014, on est en train de finir les chiffres 2015, mais on est à 27 millions. En 2014, on a récolté 24 millions. Et une nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'on a dépassé les 122 000 inscrits. On était à 101 000 l'année dernière. Et je suis très content parce que ça veut dire que j'ai encore un travail dans pas longtemps. Mais c'est quelque chose qui s'est créé, c'est pour un peu illustrer ce qu'on disait tout à l'heure, les gens sont intéressés. À un moment de crise, il y a des gens qui viennent rejoindre le FAI, et peut-être qu'on est meilleur, et on parlera de gestion ou de façon de parler ou de façon de s'organiser, à communiquer auprès d'eux. Mais toutes les organisations ne constatent pas une croissance dans le genre. Et 55% des fonds sont récoltés par des individus. Après, le reste, ce sont des entreprises, comme vous citez des entreprises tout à l'heure, mais aussi des institutions. Je vais commencer avec 4 lieux. Ça, c'est le siège du FAI, et on rentre directement dans un partenariat. Ce siège qui est à Milan, qui s'appelle la Cavallerizza, excusez-moi pour l'accent si je me suis trompé sur la prononciation, n'appartient pas au FAI.
C'est la propriété de la bibliothèque Bredense qui nous l'a mis à disposition. Il y a 3 étages d'archives en dessous. Le FAI ne paye pas un loyer, mais paye l'électricité et paye toute la partie d'air conditionné. Donc c'est vraiment une approche, comme on dit en français, gagnant-gagnant. Je vais te dire win-win, mais gagnant-gagnant. Donc vous avez 120 personnes là, on ouvre et on fait des activités pour les Milanais, mais pas seulement. Donc on peut accueillir 200 personnes au dernier étage. C'est un premier exemple. Vous verrez que ce n'est pas le seul, d'accord avec l'État, avec une gestion mixte. Ça, c'était juste pour vous dire, quand vous allez à Milan, venez nous voir. Il y avait le siège, mais c'est moins intéressant. Il y a nous qui sommes en train de travailler, les architectes qui travaillent sur les différentes propriétés. Il y a nous qui cherchons de l'argent. Mais bon, évidemment, il y a Villanecchi Campiglio, via Mozart, qui est un exemple de villa de 1930, faite par le Portaluppi. Je n'en parle pas très bien, mais mes collègues en parlent très bien. Mais surtout, on a 160 volontaires qui en parlent beaucoup mieux que nous, parce que c'est devenu leur maison. C'est une chose incroyable. Je fais la visite très souvent, j'emporte des gens, mais les volontaires vous racontent les détails, vont faire des recherches, vous racontent cette œuvre d'art ou des histoires sur la vie intime des propriétaires qui ont légué cette propriété en partie au FAI et les collections à l'intérieur à la recherche contre le cancer, à l'AERC. Il a fallu trouver 5 millions d'euros pour ouvrir cette villa. Il y a quelques années, c'est pour vous donner un peu des chiffres. Un autre endroit, Villa del Balbianello sur le lac de Côme, aussi un legs d'un entrepreneur sans héritier qui l'a laissé au FAI. 80 000 personnes qui viennent tous les ans le visiter, beaucoup d'étrangers, et vous verrez que toutes nos propriétés n'ont pas le même genre de visiteurs, et ça c'est aussi quelque chose qu'on a réalisé il n'y a pas très longtemps, ou on s'est organisé il n'y a pas très longtemps pour y arriver. Et un dernier lieu, l'Abbazia de Santa Maria Cerate à Lecce, qui de nouveau n'est pas une propriété du FAI, ça appartient à la province de Lecce, mais il y a une concession de 30 ans, depuis 2012, et le FAI a pris la responsabilité de la restaurer. On va faire l'inauguration cette année, la première tranche. Il y a beaucoup de financements publics, il y a beaucoup de financements privés, et donc j'accueille votre suggestion à parler de l'Art Bonus. L'Art Bonus, on a récolté pour cette propriété environ 300 000 euros cette année. On est très content que l'Art Bonus, soit maintenant permanent, parce que c'était seulement pour une année et les pourcentages s'abaissaient. Donc on arrive à 65% de détraction. Par rapport à la France, où les donations sont quand même à une détraction molto plus haute que l'Italie, ça donne une bulle d'air. Le petit problème pour nous, c'est que ça marche que pour ces types de biens, que c'est 6 biens, alors qu'on en a 53, mais on ne se plaint pas non plus. Mais, voilà, donc ça, on en parle. Pourquoi il y a le logo de FAI France? Parce que FAI France a choisi l'Abbazia di Cerate pour, en plus de ses activités franco-italiennes, de promotion de la culture franco-italienne, d'essayer de nous aider, de participer à toute cette mobilisation pour ce site dont je vous parlerai un peu plus à la fin. Je vais un peu plus vite. 53 sites, dont 6 en concession par l'État ou les autorités locales. Depuis 1975, depuis 40 ans, 87 millions investis. C'est peu, c'est beaucoup. C'est un chiffre qui va investir dans la gestion des sites. Il faut qu'on les ouvre tous les jours au public, mais aussi dans la conservation et la restauration. Et puis aussi des activités avec les enfants, je vais vous le montrer après, ou sensibiliser le grand public. Ça, c'est un chiffre intéressant au niveau de gestion, un exemple de gestion. Grâce aux entrées, aux billets d'entrée, la billetterie, grâce aux locations qu'on fait pour des mariages ou à des entreprises de certains sites, tout en faisant attention qu'ils soient conservés et qu'ils ne soient pas usés, évidemment. Nos sites réussissent à se repayer à 87%. C'est quelque chose de très vertueux. Il manque toujours un peu d'argent. On les trouve avec nos membres, les 122 000 membres qui nous donnent 39 € en moyenne par an, pour 2 raisons. Un peu parce qu'il y a la mission, donc ils nous donnent 10 pancia. Et puis ils nous donnent aussi de la tête parce qu'ils peuvent rentrer dans plus de 1000 endroits avec des discounts, avec des sconti, je vais y arriver, en payant moins cher. Et puis dans tous les lieux du FAI, c'est leur maison, ils y vont quand ils veulent, ils amènent leurs amis et c'est vraiment ça l'idée.
D'autres propriétés, il est vrai qu'on est beaucoup plus concentré ici, dans le nord, et c'est pour ça que la Bazzia di Cerate est vraiment quelque chose de très important pour nous. On avait déjà une présence en Sicile, mais dans les Pouilles est vraiment quelque chose d'important, et nous en sommes très fiers. Les volontaires, j'en ai parlé, il y a 117, ça change tous les jours, délégations de volontaires sur le territoire, mais il y a aussi des groupes, je ne vous explique pas la différence, il y a aussi des groupes de jeunes. On est jeunes jusqu'à 35 ans chez nous. Récemment, c'était 40. Non, c'est changé, je l'ai changé. J'ai passé 40, j'ai dit ça suffit, je n'en ai plus jeune. Donc on a des groupes de jeunes, c'est un peu la relève. On est content, on a des jeunes qui deviennent chefs de délégation. Donc il y a vraiment 1400 délégués qui tous les jours travaillent pour le FAI alors qu'ils sont volontaires, c'est un truc incroyable. Et puis on les a à l'étranger, on les a en France, on les a en Angleterre, aux USA et en Suisse. Mais c'est pour dire que ça si on n'a pas les volontaires, on ne peut rien faire. Je vous montre des photos, donc je les ai promis, je vous les montre. Donc ça c'était avant, on est entre Turin et Milan, au Castello di Masino. Et le après, ça marche toujours bien. Non, les gens doivent faire waouh. On va essayer, la prochaine on va essayer. Alors ça c'est le Bosco di San Francesco à Assisi. Ah ouais. Là on est dans la province de Varese, au monastère de Torba, la première propriété du FAI. Donc d'importants travaux de restauration. Celle-là elle est pas mal aussi. Prêt Villa da Porta Bozzolo, donc à Varese, toujours Varese. Et là, l'année dernière, on a refait tout le travail a été refait. Il fallait tout refaire. C'est donc un investissement incroyable. Je vous invite, quand vous allez à Milan, venez voir. Si vous allez ailleurs en Italie, venez voir aussi, mais il y en a un petit peu moins, mais on travaille là-dessus. Là, on est à l'Abbazia di San Fruttuoso à Camogli, et ça a été trouvé comme ça. Il y avait des pêcheurs qui vivaient à l'époque. Ça a été donné par la famille Doria. Et je ne vous l'ai pas montré, donc c'était pour voir si vous suivez. Et donc maintenant, c'est comme ça. C'est un lieu intéressant parce qu'on ne peut pas y aller tous les jours. Ça dépend de comment est la mer. Donc les noms des visiteurs changent en fonction des conditions climatiques de l'année. Il y a d'autres sites comme ça, mais bon. Alors, la mission. Le FAI prend soin de sites exceptionnels pour les générations actuelles et futures, promeut l'éducation, la connaissance, l'amour. En italien, on a choisi la parole godimento, donc ça a été très fort. Notre board a passé des heures à dire on utilise la parole jouissance, oui ou pas. En français, ça sonne mal, en italien, je ne sais pas, c'est vous qui le savez. Et on veille à la protection de biens paysagers et culturels. Et toujours dans l'esprit de l'article 9 de la Constitution italienne, que vous connaissez tous, et qui est, je l'ai fait écrire par la personne qui prépare la République promeut le développement de la culture, protège les paysages et le patrimoine historique et artistique de la nation. On a toujours cette référence. D'autres photos, donc pourquoi on a des sites? C'est pour les ouvrir aux gens, pour que les gens viennent, pour que les gens les vivent. Donc les sites sont à disposition du public, à disposition, bon, on leur demande aussi un billet d'entrée, mais on a un gros focus en gestion sur les familles. On a décidé que les familles devaient venir chez nous, peut-être que les familles ne venaient pas. On était plus des musées, donc il y a un changement d'esprit. On essaye de faire venir plus de familles chez nous. On a aussi des sites plus basés sur l'art moderne. Donc là, c'est une exposition de Wim Wenders à Villa Panza, Varese. Et puis des événements. Ça, c'est un événement dans le château que je vous ai montré tout à l'heure, qui accueille 20 000 personnes sur un week-end. C'est donc 110 expositeurs qui viennent, qui ont des plantes particulières, et les gens viennent acheter ces plantes. On choisit, on montre, on raconte. C'est un grand succès, on appelle ça la Tre Giorni. Des enfants, beaucoup d'activités des enfants, plus de 50 000 enfants viennent dans nos propriétés. Et on a un programme qui s'appelle les Ciceroni, que vous connaîtrez peut-être, qui nous permettent d'ouvrir des propriétés pendant toute l'année. Je vais un peu plus vite, sinon je vais dépasser tout. Deux moments très forts, parce qu'on n'est pas que dans les propriétés. Ça, c'est la grosse différence avec le National Trust. Le National Trust est dans ses propriétés, ne bouge pas de la propriété. Nous, on va sur le territoire. L'année dernière, les Luoghi del Cuore, qui sont une sorte de censimento, qui se dit recensement, merci, a eu 1,6 million de votes, mais là ils m'ont mis 1,8. Donc personnes qui ont dit, à côté de chez moi, il y a un lieu qui m'est cher,
qui est en danger, et j'aimerais bien que le FAI fasse quelque chose, ou que le FAI parle et raconte qu'il y a ce problème pour trouver de l'argent, souvent des collectivités ou de sponsors locaux. Et les Giornate FAI du Primavera, ce qui sont rien d'autre que les journées patrimoine, quand je l'explique à mes amis français, mais qui sont organisés par nos volontaires, 7000 volontaires pendant 2 jours, ce sera le 19 et le 20 mars cette année, 600 000 personnes, 600 000 Italiens qui vont visiter des lieux qui ne sont pas du FAI, mais qui rentrent, et qui sont accueillis par des volontaires. Alors des fois il y a la queue, les gens s'énervent un peu, mais c'est des volontaires qui le font dans des lieux exceptionnels. Donc le 19 et le 20 mars, soyez quelque part en Italie, il y a un lieu qui est ouvert obligatoirement. Ici, pour finir, donc, Santa Maria de Cerate, projet choisi par FAI France, qui est un très bon exemple donc, de si tous les acteurs de l'économie mettent leur énergie et mettent aussi bien finance ou en parlent ou le font savoir, on réussit à sauver un parti patrimoine italien et pour tout le monde. Voilà. Je me permets de continuer et d'aller rapidement. Il y a encore pas mal d'interventions et le temps il est malheureusement tyran. Donc j'ai le plaisir d'introduire Madame Asproni, Patrizia Asproni, che ha una esperienza decennale nel settore del management culturale e delle industrie creative. Dal 2013 è la presidente della fondazione Torino Musei e tra l'altro è presidente anche di Confcultura, ovvero l'associazione nazionale delle imprese della valorizzazione e della promozione del patrimonio e del turismo culturale nonché dell'innovazione, e presidente della fondazione Industria Cultura di Confindustria. Confindustria, c'est l'équivalent italien du MEDEF en France. Et elle est membre de nombreuses institutions culturelles en Italie. Donc, Madame Asproni, je suis ravi de vous avoir parmi nous et donc de nous parler de vos expériences et des bonnes pratiques qu'on peut appliquer dans le secteur privé de la culture. Merci beaucoup. Merci beaucoup a vous. J'ai décidé di parlare italien, così voi mi ascoltate meglio e vi concentrate meglio, visto che siamo in un contesto italiano. Il titolo di questa tavola rotonda è Le bonnes pratiques de la gestion du patrimoine culturel. Allora, io penso che noi dobbiamo riflettere su che cosa saranno le buone pratiche della gestione da qui a 10 anni, non adesso, perché ci troviamo in un contesto globale estremamente complicato che si sta mutando con enorme velocità. L'Europa sta diventando sempre più piccola e noi continuiamo a raccordarci e a raffrontarci invece fra paesi europei, ma il nostro pubblico, i nostri visitatori non sono più solo gli europei o gli americani che conoscono la nostra cultura, ma sono tutti gli altri popoli che oggi hanno più denaro da spendere ed escono dai loro paesi, i cinesi, gli asiatici, per esempio gli indiani, che sono tantissimi e si avvicinano al nostro patrimonio con una cultura completamente diversa. Quindi come possiamo noi intercettare questi pubblici nuovi? Dobbiamo trovare un codice che ci permetta di decodificare quello che noi abbiamo e farlo capire. Vi racconto un episodio. A un certo punto il governo cinese ha chiesto all'Italia di fare una grande mostra sul capolavori del Rinascimento a Pechino. Gli Uffizi, io mi occupo anche dei musei fiorentini, hanno mandato 80 capolavori assoluti del Rinascimento. Questi capolavori erano quelli che tutti noi conosciamo, soprattutto, come si dice, di committenza religiosa. Quindi i cinesi si sono trovati davanti una Madonna che era una vergine che ha avuto un figlio. E questo è assolutamente incomprensibile per i cinesi. Questo bambino era adorato dai re magi, quindi dei re sono andati ad adorarlo e dopo è stato flagellato, crocifisso e deposto.
Quindi i cinesi cosa hanno visto? Hanno visto una figura umana alla quale non sono abituati, una tortura crudelissima e una morte tremenda, e poi è anche risorto. Allora potete immaginare la perplessità di questi pubblici davanti a questa nostra cultura. I cinesi non hanno capito niente e l'effetto è stato negativo. Quindi noi non abbiamo saputo comunicare la nostra cultura. Voi dite erano cinesi, quindi una cosa un po' diversa. Vi racconto un altro breve episodio. Io sono anche nel advisory board degli Amici degli Uffizi. Abbiamo costruito una succursale negli Stati Uniti a Palm Beach. Abbiamo dei miliardari che ci danno dei soldi per il patrimonio degli Uffizi. E ciascuno di questi miliardari decide di, noi presentiamo dei progetti di restauro, decide di restaurare appunto dei quadri, delle statue. Una signora miliardaria aveva deciso di adottare il restauro di una statua, di un gruppo scultoreo, Leda e il Cigno, che voi sapete è un mito greco che poi è diventato romano. Bene, mentre lei ha deciso di regalare questo restauro alla figlia, per il compleanno della figlia che compiva 18 anni. A un certo punto le è stato detto che Leda e il Cigno era uno stupro, perché così era Giove che stuprava Leda travestendosi, mutandosi in cigno. Lei si è indignata, ci ha fatto scrivere una lettera dal suo avvocato dicendo che era una cosa vergognosa che noi avessimo proposto questo. Non aveva capito il mito. Allora, dobbiamo trovare i codici. Dobbiamo trovare i codici. Io ho visto quello che Patrice ha detto, lo slogan finale del FAI è salvare l'Italia. Ma come salvarla? Come salvare il nostro patrimonio? Dobbiamo davvero salvarlo, o meglio, come salvarlo? In Cina stanno costruendo la Reggia di Versailles, completamente uguale. Hanno costruito Siena, completamente uguale. Si sta perdendo il concetto di originalità. Allora ci troviamo davanti a una smaterializzazione dei contenuti e dobbiamo capire che soprattutto con i social network chi oggi visita i musei, fruisce della cultura, è anche un creatore di cultura. I piani sono completamente cambiati. Allora dobbiamo fare una riflessione che è molto più a lungo termine, è molto meno nazionale, è molto più transnazionale ed è molto più europea, perché io credo che la cultura europea sia una cultura che ha delle profonde radici, come noi sappiamo, ma è anche un esempio per tutte le altre culture. Bene, la mia best practice è la Fondazione Torino Musei, come vedete, di cui sono presidente e di cui sono, devo dire, molto orgogliosa, perché abbiamo avuto dei risultati veramente ottimi. L'anno scorso abbiamo fatto più 38% di visitatori e abbiamo aumentato l'autofinanziamento del 23%. Come? Aprendo i musei ai cittadini, creando dei luoghi di accoglienza. I cittadini oggi visitano i nostri musei almeno 10 volte. Sono contenti di venire ai nostri musei perché ogni giorno c'è qualcosa, che va dai bambini agli anziani, agli ammalati di Alzheimer per esempio, o che hanno patologie gravi, perché voi sapete che oggi il benessere, e lo diceva lei, la cultura non è un problema di mangiare, ma la cultura è vita, è anima, e quindi l'Alzheimer e tutte le patologie oggi possono essere non curate ovviamente, però sollevate dalla cultura, e questo è molto importante. E abbiamo fatto un progetto bellissimo che si chiama Nati con la cultura, tanto quando faccio andare avanti, ok, là, può, ça marche pas, voilà, pardon. C'è il pulsantino sul lato, deve accenderlo praticamente. Okay. Il lato sinistro del telecomando. Sinistro così? Ok, si torna indietro. Pardon. Perfetto. Voilà. No. Ok. E maintenant comme ça.
Allora, la Fondazione Torino Musei gestisce 4 musei, è un'unica fondazione che coordina 4 musei, come vedete, Palazzo Madama, la Galleria d'Arte Moderna, il Museo d'Arte Orientale e questo buffissimo borgo medievale, che però è molto bello. Questo è il nostro... Ecco, questi sono i numeri dello scorso anno, 2015. Come vedete, un'attività piuttosto forsennata, ma abbiamo fatto 27 mostre e 268 eventi, proprio per questo tipo di politica. Ecco, ma voglio farvi vedere, perché poi il resto, come dire, è abbastanza simile a tutti i musei che abbiamo visto, alle esperienze che abbiamo visto. Ovviamente siamo sui social network, eccetera, eccetera. Abbiamo tutto in open data, in Creative Commons, quindi tutti possono usare il nostro patrimonio. Abbiamo fatto un'operazione straordinaria di crowdfunding per comprare un servizio dei Re Savoia e abbiamo avuto un successo strepitoso, siamo andati oltre il bisogno, è questo, come vedete tutti hanno partecipato perché si sono sentiti coinvolti, ma questo è il progetto che io amo di più, Nati con la cultura. Abbiamo fatto un accordo con l'ospedale Sant'Anna, che è l'ospedale più grande d'Europa per le nascite, perché Torino è un punto molto importante per l'immigrazione, abbiamo tantissimi immigrati, nascono 8.000 bambini all'anno, con dei problemi di integrazione, come potete immaginare, enormi. Ogni bambino riceve un passaporto culturale e per un anno può entrare gratis con i genitori in tutti i musei. Allora, noi abbiamo visto donne musulmane che, come voi potete pensare, non sono use a venire nei musei e a utilizzare la cultura, perché è un'altra cultura, venire nei musei con i propri bambini per capire in che paese si trovano. E questo è molto importante, è stata una cosa molto importante, perché poi voi sapete che l'educazione passa dalle donne, passa dalle madri, passa dai bambini che saranno i cittadini di domani. Allora, questo è un modo di decodificare la nostra cultura, perché come pensate l'Islam ha altri codici e spesso sente la nostra cultura come respingente. I musei sono quindi il luogo ideale per queste mediazioni culturali, sono i nuovi laboratori del sapere, sono secondo noi anche le nuove università. Grazie. Grazie mille dottoressa Asproni. Grazie per la sua contribuzione. Contributo. Ti capisco. Purtroppo. Allora, benissimo. Je suis très heureux d'introduire pour la suite donc, de cette table ronde Monsieur Bruno Monnier, président, directeur général de Culture Espace et fondateur de cette institution française qui est devenue la référence en ce qui concerne la gestion du patrimoine culturel dans les dernières, depuis au moins 25 ans. Bruno Monnier, disons plutôt que Culture Espace permet de faire un trait d'union entre ce que nous a été présenté par Patrizio Simone en Italie avec le FAI, et j'aimerais justement voir avec M. Monnier quels sont les aspects aussi en commun qu'on a, que Culture Espace peut avoir avec le FAI, la stratégie que le FAI a, notamment j'avais consulté votre présentation à l'avance et j'avais justement vu que Culture Espace voudrait se placer entre le National Trust britannique et justement le FAI. Donc je vous cède la parole et je vous remercie. Monsieur le Consul, Mesdames, Messieurs, merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous présenter Culture Espace. Alors je crois que ça marche comme ça. Voilà. Donc on parle
parlera rapidement des débuts de Culture Espace, on verra quels sont les sites que nous gérons, et puis quels sont les principes de notre gestion, et puis enfin on parlera de la Fondation Culture Espace. Voilà. Alors, Culture Espace, quelle est la genèse, quoi, et elle est importante pour comprendre un peu le positionnement de notre organisation. Tout ça remonte en fait à ma présence au ministère de la Culture, où j'avais été chargé pendant 2 ans de la modernisation du secteur monuments-musées. Je m'occupais d'une commission qui s'appelait Patrimoine 2000, donc c'était en 86, vous voyez, ça ne me rajeunit pas. Et l'idée, c'était, à l'horizon de l'an 2000, que va devenir la gestion de notre patrimoine, et donc quels moyens de modernisation mettre en place. Vous imaginez ce que c'était à l'époque. Et puis je me suis très vite rendu compte que dans une administration publique, c'était très difficile de mettre en place un système de réforme et un système performant de gestion, de mise en valeur. On était dans un système extrêmement subventionné, dirigé par la plupart des scientifiques très éloignés de toute question de gestion, d'accueil du public, etc. Et donc, en quittant le ministère, j'ai décidé de créer ma propre structure, qui est Culture Espace. Et à ce moment-là, s'est posé la question, j'avais le modèle du National Trust, de English Heritage aussi, des fondations américaines comme le Getty ou le Smithsonian, et puis il y avait aussi le FAI. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va adopter comme structure juridique? On partait dans exactement la même idée. Mise en valeur, sauvegarde, restauration, diffusion de la culture, mais quelle structure adopter? Bon, et là on s'est rendu compte que si on voulait nous travailler sur des lieux qui allaient nous être confiés par des collectivités, on s'est rendu compte que les collectivités en France, elles ne confieraient jamais à une association ou à une petite fondation la gestion du Palais des Papes d'Avignon, par exemple, qui est le premier lieu qu'on a géré, ou les autres établissements, ou le musée Jacques-Marandré à Paris. Donc là, on nous a dit, mais attendez, il faut absolument que vous ayez une structure juridique sérieuse. Alors qu'est-ce que c'est qu'une structure juridique sérieuse? C'est une entreprise, une société, avec des actionnaires, avec des garanties, pour que si on vous confie un lieu qui accueille 500 000 visiteurs par an, et on a commencé par là, vous ayez à offrir des garanties en face si jamais ça tourne mal. Bon. Et c'est comme ça qu'on a démarré, nous, avec une entreprise. Voilà. Mais exactement dans le même esprit que la fondation. Alors cette entreprise, aujourd'hui, elle fait à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle gère donc 13 sites avec 250 collaborateurs et on reçoit 2 800 000 visiteurs. Voilà. Il faut savoir que l'originalité de Culture Espace, c'est qu'elle fonctionne sans aucune subvention publique. Voilà. Donc non seulement nous ne recevons pas de subvention, mais en plus nous dégageons sur notre gestion performante des moyens qui permettent de sauvegarder, de restaurer. On dégage, nous, à peu près 5 millions d'euros sur nos résultats, appelons-le, disons le mot, pour restaurer, sauvegarder, et parfois les propriétaires d'ailleurs prennent cet argent pour faire tout à fait autre chose, mais en tout cas, c'est ce que nous reversons chaque année. Voilà. Alors, nos activités, qu'est-ce que c'est? C'est 3 activités. La gestion globale, c'est-à-dire que quand nous prenons, quand on nous confie un site en gestion, nous gérons tous les services, c'est ça l'idée, pour avoir une qualité de service homogène et vraiment être dans l'excellence. Donc c'est la billetterie, vous voyez dans tous les musées, etc. La billetterie, la visite, l'organisation de la visite, la médiation culturelle, bien évidemment, l'accueil des scolaires, etc. Mais aussi la librairie, le salon de thé s'il y a un salon de thé, et les réceptions, les événements qui ont lieu le soir, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a tout le monde de l'entreprise qui, lui, souhaite aussi visiter les monuments et les musées, sauf qu'ils ne peuvent pas dans la journée parce que les gens y travaillent, et donc ils viennent le soir. Et en plus, ce sont des clients qui, généralement, ont des moyens, et donc nous avons beaucoup de réceptions et d'activités en nocturne. Évidemment, c'est des choses inhabituelles dans le secteur public, parce qu'en nocturne, il faut s'organiser avec des employés qui sont prêts à travailler le soir, des gens qui restent le soir pour remettre les alarmes à 3 h du matin, et donc toute une nouvelle structure à mettre en place pour la nuit.
autant vous dire que ce n'est pas quelque chose de facile dans le secteur public et que nous, on a pu faire dans le secteur privé. Voilà. Alors, deuxième activité qui s'est développée progressivement, c'est la production d'événements culturels. Parce qu'on s'est rendu compte que ouvrir au public un lieu, lui montrer un monument, c'est bien, une collection permanente, soit, si vous êtes Versailles, ça peut suffire, mais si vous êtes un musée de taille moyenne, les gens, au bout d'un moment, ils se lassent un peu de la collection permanente, ou elle n'est pas assez intéressante, donc nécessité de renouveler l'offre. Renouveler l'offre, événements, et en France, ce qui marche pas mal quand même, exposition temporaire. Ça marche bien en Italie aussi. Et donc, on s'est lancé dans la création d'un service, exposition temporaire, et aujourd'hui, qui est un métier totalement différent, parce que le métier de la visite est un métier relativement récurrent. Les gens viennent, les touristes du monde entier viennent aux arènes de Nîmes ou au Théâtre Antique d'Orange, qui est classé patrimoine mondial aussi. Mais dans des musées ou des centres d'art, le public y vient si vous avez une exposition intéressante. Donc, un autre métier, beaucoup plus risqué. Une exposition, ça coûte 1 million d'euros. Si vous ne faites pas 100 000 visiteurs, vous perdez de l'argent. Si vous en faites 200 000, bah, vous êtes le roi. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Et donc, c'est une activité difficile, complexe, qui nécessite toute une équipe spéciale. J'ai recruté l'ancienne directrice de la Réunion des musées nationaux, des équipes qui viennent du Louvre, du musée d'art moderne de la ville de Paris, etc., pour avoir vraiment les meilleurs dans ce métier. Et puis nous avons développé une autre activité en événements culturels qui sont les expositions multimédia, en sachant qu'on a découvert que l'exposition, ça va vous faire hurler certains, mais c'est ça la réalité d'aujourd'hui, l'exposition avec des œuvres originales, c'est bien, ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus cher, de plus en plus difficile. La concurrence est intense au milieu de toutes les institutions culturelles qui veulent faire les mêmes expositions, toutes sur les mêmes thèmes. Il y a un phénomène de mondialisation des expositions temporaires. On en fait en Chine, on en fait au Brésil, etc. Et tout le monde veut les œuvres de Monet, de Gauguin et tout. Donc, il y a un vrai problème de montée du coût des expositions temporaires du fait de cette concurrence. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir des œuvres du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg si vous ne déboursez pas des fees de 500 000 $ ou 300 000 $. Bon, donc, tout commence à devenir très difficile sur les expositions temporaires du fait de la mondialisation. Solution, passer au numérique, c'est-à-dire présenter des expositions avec les images des œuvres et non plus les œuvres. Voilà. Et nous sommes donc partis dans un nouveau type de spectacle exposition que nous appelons AMIEXT, Art and Music Immersive Experience. C'est c'est avec des artistes italiens d'ailleurs que nous avons créé ce concept, qui est de présenter un artiste, des œuvres, mais dans un lieu exceptionnel, avec une immersion dans l'image, dans la musique, qui magnifie l'œuvre de cet artiste et qui permet de voir les œuvres de Klimt ou de Léonard de Vinci ou de Gauguin avec des détails qu'on ne peut pas voir normalement, généralement sur un tableau, sauf à se mettre avec une loupe. Bon, tout ça, et on s'est rendu compte que ce type d'exposition attire 2 fois plus de monde que des expositions classiques. Parce que les enfants viennent, ils sont dans le noir, dans un immense espace incroyable, l'expérience est très forte. Les habitués de monuments et de musées, évidemment, découvrent des choses extraordinaires qu'ils n'avaient pas vues avant, mais vous avez aussi les jeunes, l'adolescent, qu'on ne voit pas beaucoup dans les musées, parce que ce n'est pas un âge facile pour eux, mais là c'est numérique, c'est intéressant, on peut se photographier, on est en liberté, on se promène, etc. Et il y a aussi les grands-pères qui viennent, les grands-mères, etc. Et puis finalement, c'est la famille, et c'est un grand lieu de culture aujourd'hui populaire. Donc on a fait ça aux Carrières de Lumière au Beau-de-Provence, on verra peut-être des photos tout à l'heure, et ce type d'exposition numérique, multimédia, est promu un véritable avenir. Des gens sont venus du monde entier pour nous demander de l'installer, en Chine, aux États-Unis, un peu partout. Et on va nous-mêmes en ouvrir d'autres à Paris et peut-être en Italie. Voilà. Et puis enfin, on fait des reconstitutions historiques. On a commencé à Waterloo, quand on gérait le champ de bataille de Waterloo, les fameuses reconstitutions de la bataille de Waterloo.
sauf qu'on a quitté Waterloo aujourd'hui, pour un tas d'autres raisons, et on a quand même gardé cette activité à Nîmes, où nous faisons les grands Jeux romains, qui est une énorme reconstitution, faite avec tous les reconstituants du monde romain, beaucoup viennent d'Italie d'ailleurs, des passionnés, et c'est une énorme animation historique, voilà. Donc voilà tous les métiers de Culture Espace. Alors les lieux, très rapidement, le musée Jacques Marandré à Paris, vous le connaissez peut-être, la Villa Rothschild, Jacques Marandré, c'est un peu la Frick Collection, la Gulbenkian Collection, la Wallace Collection, bon, le musée, la grande collection privée, voilà, avec des expositions temporaires. La Villa Rothschild Rothschild, qui est un lieu avec des jardins magnifiques et dont il y a une belle collection, mais c'est surtout les jardins qui est le nerf de la fréquentation. Jacques Marandré, c'est aujourd'hui 450 000 visiteurs, on l'a repris à 0 visiteur après avoir été fermé 3 ans, dans un état catastrophique. Aujourd'hui, il est entièrement restauré, à l'intérieur, à l'extérieur, les façades, tout a été refait encore l'année dernière. Donc c'est devenu un lieu magnifique. Le théâtre antique d'Orange, classé patrimoine mondial. Les arènes de Nîmes, la Maison Carrée, la Tourmagne. Le théâtre antique d'Orange, c'est à peu près 200 000 visiteurs par an. Les monuments de la ville de Nîmes, depuis qu'on a doublé à peu près la fréquentation, depuis que nous sommes arrivés, on est passé de 250 000 à 500 000 visiteurs par an. Le château des Baux de Provence, bon, une ruine, les ruines d'un château médiéval au bout d'un village assez connu, mais il y a quand même à peu près 300 000 visiteurs par an. Les carrières de lumière, vous voyez, c'est le fameux concept dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, avec le baiser de Klimt, et voilà un spectateur. Ça, c'est 500 000 visiteurs par an aujourd'hui. On a démarré avec 100 000 visiteurs la première année. Au bout de 5 ans, on est à 500 000 visiteurs. Voilà. Caumont Centre d'Art, c'est un hôtel particulier en plein milieu du quartier Mazarin à Aix. Un très bel hôtel qui était un bâtiment administratif. C'est le conservatoire de musique de la ville. Il a été à moitié détruit à l'intérieur. Et pas très beau à l'extérieur. On l'a racheté cette fois-ci. La ville ne voulait plus déléguer, mais finalement vendait son monument. Donc nous l'avons racheté, entièrement restauré, refait les jardins, tout, et on en a fait un centre d'art, un peu sur le modèle du musée Jacques Marandré. Et puis la Cité de l'Automobile à Mulhouse, qui est le Louvre de l'automobile, et le musée Mayol qu'on vient de reprendre à Paris. Et qui va ouvrir avec une programmation d'exposition temporaire d'art moderne à partir de septembre, avec une exposition consacrée à l'artiste méconnu qui s'appelle Ben. Je sais pas si... bon. Une gestion. Alors, notre gestion, sur quoi? Quels sont les principes de cette gestion? Comment est-ce qu'on arrive, nous, à ces performances-là? La première chose, c'est que notre premier slogan, qui était considéré comme révolutionnaire en 86, c'est quand j'ai dit « le visiteur d'abord ». Alors, il faut savoir que j'ai été dans une conférence comme ça en 86, en disant, 88, « le visiteur d'abord ». Immédiatement, quelqu'un s'est levé dans l'assistance pour dire « attendez, non, là, je ne peux pas laisser dire une chose pareille, c'est la conservation d'abord, la visite n'est qu'une activité accessoire ». Bon. Aujourd'hui, les esprits ont bien changé. Effectivement, tout le monde a compris qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, Patricia, le monument, le musée est devenu une agora, la nouvelle agora du XXIe siècle, et dans lequel l'expérience de la visite est devenue quelque chose de très important. C'est pas pour ça qu'on sacrifie d'ailleurs la conservation. Ouverture 365 jours par an. Ça a été la première chose aussi. Pourquoi fermer un jour par semaine? Alors, vous voyez, le débat en France en ce moment, c'est est-ce qu'on va ouvrir 7 jours par semaine? 7 jours sur 7. Il faut quand même savoir que dans les établissements publics, ce qui était incroyable, je l'avais constaté moi-même à l'époque, tout le personnel est là le jour de fermeture. Il ne faut pas du tout croire que c'est un jour où le personnel prend ses repos. Non, il est là, mais c'est un jour de respiration par rapport au public, pour pouvoir faire des travaux, des trucs, faire la visite avec les amis, etc. Donc c'est un gaspillage absolument inouï à l'échelle d'un grand établissement comme le Louvre, Orsay, etc. Parce que chaque jour, ils accueillent 12 000, 20 000 visiteurs. Donc vous imaginez la perte en revenus, etc. Bon. Nous, ouverture 360 jours par an, c'est un principe. Vous venez d'Australie ou d'ailleurs, vous ne pouvez pas commencer à vous dire « Ah non, tiens, je tombe sur le jour de fermeture, bon, je ne peux pas y aller. » Nous, il faut que ce soit ouvert tous les jours. Tarifs pour les familles, on a commencé très tôt, nous aussi, bien évidemment. Support pédagogique, toujours offert. L'audio guide, gratuit. J'ai toujours trouvé incroyable qu'encore aujourd'hui, dans les lieux monuments publics, vous connaissez, les grands musées publics,
Alors, bon, les tarifs sont devenus à peu près les mêmes tarifs que les nôtres aujourd'hui, autour de 10 € l'entrée, c'est pas plus. Et en plus, l'audioguide, qui est l'instrument de la communication culturelle, supplément 4,50 €. Voilà le tarif actuel pratiqué sur Paris. Incroyable. Nous, on a dit non, vous venez, tout est l'audioguide, le livret-jeu pour les enfants, tout ça, ça fait partie de l'offre culturelle. Voilà. Donc, application multimédia, tout est gratuit. Et puis évidemment, l'excellence dans l'accueil, on évite, on veut que tout le monde ait une tenue, que les gens soient impeccables, qu'ils soient bien reçus, en plusieurs langues, et on a tout un système de contrôle qualité, de visite surprise, visite mystère, de coups de téléphone anonymes, etc., pour vérifier si nos équipes sont toujours impeccables, et si tout ça, ça se passe bien. Voilà. Deuxième chose, communiquer vers tous les publics. Là aussi, la communication, souvent, c'était, en tout cas quand on a commencé, c'était bon, c'était pas la priorité, quoi. La priorité, c'est on met tout l'argent qu'on peut dans l'exposition, puis après on dit ah, il reste plus beaucoup de budget pour communiquer. Ah bon, d'accord, c'est dommage. Donc nous, on garde quand même des budgets très importants pour la communication, et on a des équipes qui font uniquement Internet, aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux, qui ont une puissance absolument incroyable. Il nous arrive de faire des événements dans des sites qu'on ne présente uniquement que sur la page Facebook du lieu, et on vend l'animation, le talk, vous voyez, la conférence, etc. par exemple. Elle est proposée, elle est en une journée, grâce aux réseaux sociaux, elle est réservée, quoi. Donc on a énormément développé les réseaux sociaux, site internet en Chine, évidemment, traduit en chinois, sur les réseaux sociaux chinois, etc. Donc on fait le maximum dans ce domaine. Bien évidemment, on a gardé une grande qualité scientifique, on fait appel toujours aux meilleurs commissaires d'exposition, aux grands spécialistes de la matière, pour avoir toujours des œuvres de qualité et être irréprochable sur le plan scientifique. La technologie, bien entendu, elle nous sert énormément pour gérer à distance, les billetteries, les librairies, les restaurants, vous imaginez tous ces flux dans tous les sens, etc. C'est compliqué et la technologie nous permet de gérer tout ça de manière performante. Voilà. Nous diversifions beaucoup les ressources et puis voilà, nous reprenons toujours les personnels quand nous reprenons un lieu, donc le personnel est intégré chez nous, bénéficie d'une formation, de tout un nouveau système de fonctionnement, est intéressé à la fréquentation globale du site. Et finalement, quand ça marche bien, tout le monde est très content. Voilà. Et enfin, je vous expliquais, nous gérons effectivement sans subvention. Alors voilà, ça c'est juste pour la curiosité de voir comment se répartissent les métiers, comment se répartissent nos activités, en tout cas le chiffre d'affaires. Ça c'est pour démentir une idée reçue du genre. Et si on faisait les musées tous gratuits, et ils pourraient très bien fonctionner sur la librairie et le restaurant. Vous avez sûrement entendu cette idée-là, évidemment, elle ne tient pas la route une minute, quand vous vous rendez compte que dans des lieux où on essaie d'être très performant dans tous les domaines, la billetterie représente quand même 60% des ressources de ces gros établissements. Alors nos métiers, c'est tous les métiers que vous avez évoqués, la restauration, l'entretien de jardin, reconstitution de jardin, la signalétique, je passe rapidement, les expositions temporaires. Voilà le futur spectacle qui va ouvrir le 4 mars aux Carrières de Lumière sur Chagall. Reconstitution, voilà, atelier pédagogique pour les enfants, tablette 3D, réception le soir, librairie, salon de thé. Voilà. L'organisation, c'est une organisation de chaînes. On a pris le modèle des chaînes pour être très efficace. On ne s'est pas dit, on a une toute petite structure légère au sommet et après il y a des grosses structures sur place. Non, on a dit on mutualise tous les services dans le siège. Donc, la communication des arènes de Nîmes, elle est faite depuis Paris. L'exposition d'Aix-en-Provence, elle est montée à Paris et au dernier moment, les équipes descendent sur place installer l'exposition. Le directeur à Aix-en-Provence, il regarde arriver l'exposition, il la regarde partir, mais il n'est pas vraiment opérant dans cette opération.
Bon, alors pourquoi? Parce que ça permet d'avoir des gens de niveau, de grande qualité professionnelle sur chaque métier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un bon responsable marketing sur chaque site de 13 sites. Vous pouvez vous en offrir un qui est bon au sommet et vous pouvez avoir une bonne personne sur les réseaux, sur Internet, sur la presse, sur les groupes, sur tout ça. Et tous ces gens partagent en fait leur temps entre les différents sites. Et puis nous avons aussi créé une fondation pour se dire qu'à côté de la performance culturelle, économique, il fallait aussi partager, avoir un rôle social dans la société civile, et donc on a créé la Fondation Culture Espace pour tous les enfants qui sont laissés en dehors du chemin. On s'est rendu compte que beaucoup d'enfants, bien sûr, tous les enfants scolarisés vont voir des monuments et des musées, d'accord. Problème, il y en a qui ne font pas partie du voyage. Il y a ceux qui sont hospitalisés en longue maladie. Pour eux, la visite est quasiment impossible. Les enfants de l'hôpital Necker, etc., c'est devenu très compliqué de les emmener et tout. Donc nous, on a mis en place tout un système pour les préparer à la visite, les emmener dans des camionnettes spéciales, leur faire visiter les lieux en dehors des heures de visite, etc. Même chose pour les enfants en léger handicap. Bon, il y a toute une catégorie d'enfants qui ne sont pas scolarisés dans les circuits normaux, qui sont aux ateliers, aux apprentis d'Auteuil, à l'Ordre de Malte, etc., dans des structures spécialisées. Et eux aussi, on s'est rendu compte qu'ils étaient complètement laissés sur le bord du chemin. Donc, on organise aussi avec eux les visites, etc. Et puis, évidemment, on travaille avec aussi les enfants des quartiers difficiles, surtout dans le sud de la France. Et ça, c'est plus classique. Voilà. Donc, en conclusion, écoutez, on essaie de démontrer que finalement, le modèle de l'entreprise permet lui aussi de participer à ce grand mouvement de mise en valeur, de préservation du patrimoine, de développement culturel, mais aussi on participe beaucoup au développement touristique, évidemment, et économique d'une ville. On a ouvert un nouveau centre d'art Aix-en-Provence. La première année, on a eu 230 000 visiteurs. Bon, c'est 230 000 visiteurs qui sont vraiment venus là. Certains, peut-être la moitié, sont venus à Aix parce qu'il y avait une grande exposition Canaletto. L'été prochain, c'est une grande exposition Turner qu'on va monter. Donc, on a aussi un impact, et le patrimoine a un impact social très important pour ces collectivités. Voilà. Et enfin, je dirais, comme vous le voyez, mais là, c'est bon pour toutes les organisations. Au milieu de cette mondialisation, il y a évidemment cette nécessité de s'adapter et puis tout le temps de rechercher l'innovation. Et cette innovation, vous avez vu chez nous, elle passe par le numérique. Et je pense qu'il faut qu'on regarde tous dans cette direction. Voilà. J'ai le plaisir maintenant d'introduire il Maggiore Gianpietro Romano, qui justement va nous parler d'une autre façon de faire de la valorisation, de la mise en valeur du patrimoine, en partant de la protezione. Quindi, continuo in italiano, partire dalla tutela per arrivare verso la valorizzazione e quindi promuovere le buone pratiche della gestione. Il Maggiore Romano è membro ufficiale, quindi ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, e dal 2007 al 2015 è stato comandante della sezione di antiquariato del reparto operativo del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, ente famosissimo e celebrato in tutto il mondo per la sua eccellenza nell'esecuzione delle proprie missioni. E durante tutta la sua carriera il Maggiore Romano ha ricevuto diverse decorazioni, è stato insignito di diverse medaglie, e tra le quali quella di Cavaliere della Repubblica Italiana, e dal mese di luglio 2015 è en poste, non trovo il termine, in missione alla delegazione permanente dell'Italia presso l'UNESCO come esperto distaccato per la protezione del patrimonio culturale. Quindi lascio la parola al Maggiore Romano. Grazie. E grazie mille. Signor Console, signor Primo Segretario, signore e signori, buonasera.
Sono veramente lieto di essere presente qui a questa tavola rotonda e ne approfitto per ringraziare il dottor Romano Ferrari, il presidente del FAI France, la dottoressa Tiziana Zalla, il presidente della rete ricercatori italiani in Francia, per questo cortese invito che mi consente di presentare le attività del mio comando di fronte a dei relatori così autorevoli e di fronte a un pubblico così qualificato. Proverei a parlarvi del mio comando ovviamente in tempi rapidissimi, secondo l'ordine di questa lastrina. Dunque il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale svolge i suoi compiti secondo queste azioni generali. Ma prima di introdurre lo specifico delle azioni e delle attività, è mio desiderio insomma raccontarvi brevemente la storia. L'Arma dei Carabinieri è attualmente la quarta forza armata italiana, dopo l'esercito, la marina e l'aeronautica militare. È stata fondata nel 1814, chiedo scusa, con una duplice funzione, con una duplice essenza di corpo militare e di polizia specializzata con delle particolari prerogative e specialità. Il Comando Carabinieri di Patrimonio Culturale invece è stato creato nel 1969. Pensate, un anno prima che la Convenzione del 1970 dell'UNESCO suggerisse agli Stati membri di dotarsi di servizi specializzati per poter efficacemente contrastare il traffico di beni culturali. Dipende funzionalmente anche dal Ministero per i Beni Culturali e la sua attività si sostanzia ovviamente nella prevenzione e nella repressione dei reati contro i beni culturali. A livello territoriale, come potete notare, questa è la sua vasta dislocazione. Abbiamo in buona sostanza un reparto operativo a Roma con una competenza nazionale ed internazionale e poi abbiamo 12 nuclei ed una sezione a livello invece regionale ed interregionale. Questa è una delle principali attività che svolge il comando, il recupero di beni culturali. Ovviamente questa attività si sostanzia nello sviluppo di indagini sia a livello nazionale che a livello internazionale. E prima di passare nel dettaglio, ho piacere di mostrarvi in che modo alcuni dipinti possono essere ritoccati subito dopo essere stati rubati e prima di essere immessi nuovamente nel mercato legale. Questa è un'opera d'arte recuperata, questa è l'originale. Come potete notare, i malfattori dopo aver rubato quest'opera si sono preoccupati, sono peritati di ridipingerne il fondo, creando un fondo d'oro. E ovviamente anche dal braccio della Madonna sono sparite, non riesco a far funzionare il puntatore, non fa niente, sono spariti, sono spariti praticamente alcuni dettagli importanti, come ad esempio quella stella sul braccio. E infatti è una caratteristica insomma quasi comune questa, che i malviventi, i malfattori usano praticamente mistificare il dipinto sottraendo alcuni dettagli. E ancora, questo dipinto di questo splendido autore veneziano, così come è stato rinvenuto, questo è l'originale rubato e si possono notare questi dettagli che mancano. La bandiera, esattamente una bandiera con una barca qui sulla destra, così come alcuni comignoli invece sul terrazzo prospiciente all'osservatore. E vi devo raccontare invece ancora un'altra metodologia, perché di frequente invece i criminali, soprattutto per quanto riguarda dei dipinti molto grandi e che ritraggono dei soggetti religiosi, sono invece soliti, che cosa fare? Sono soliti ridurre questi dipinti in multipli, proprio allo scopo di evitarne il riconoscimento una volta che sono stati rubati. E questi sono alcuni esempi. Questo è un dipinto recuperato, una tavola recuperata. Notate l'originale, come si può vedere, si sono preoccupati di far sparire addirittura un angelo e una figura dalla base. E ancora, una cosa simile,
Qui addirittura, come vedrete, hanno fatto sparire un santo intero. Un santo intero hanno fatto sparire. Questo proprio allo scopo di rendere difficoltoso il riconoscimento all'indomani del furto. Altre volte invece ancora molto più grossolanamente, e questo invece può accadere ad esempio nei casi di esportazione illecita, i delinquenti addirittura verniciano completamente il dipinto, nascondendo l'originale, salvo poi ripulirlo una volta che arriva a domicilio. Questa è una tecnica frequentemente usata per le esportazioni illecite. Proseguirei quindi con le attività del comando e andrei al controllo dei mercati e delle fiere. Questa è chiaramente un'attività tra le regine che svolge il comando, perché permette attraverso i controlli degli antiquari piuttosto che dei commercianti di settore di avere il polso della situazione, di comprendere cosa in quel momento, in una determinata zona dell'Italia si sta vendendo sia tra privati che tra pubblici e privati. E a riguardo vi devo dire che in Italia, forse non tutti sanno, che i commercianti che intendono avviare un'attività appunto di antiquariale, tra virgolette, o comunque di vendita di oggetti di arte, ne devono fare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. Non solo, sono obbligati anche a registrare le generalità degli acquirenti degli oggetti d'arte e sono obbligati anche a registrare tutte le transazioni economiche che con questi signori avvengono su un registro appositamente vidimato dall'autorità di pubblica sicurezza. Di contro, non potendoci soltanto basare sulla buona fede ovviamente del commerciante, vi devo anche evidenziare che agenti di pubblica sicurezza, agenti ufficiali di pubblica sicurezza hanno la facoltà di entrare in qualsiasi momento del giorno in un esercizio commerciale che vende oggetti d'arte per controllare ovviamente se il commerciante è in regola con questi adempimenti di legge. Verifica dei cataloghi delle case d'aste. Bene, questa è un'attività che si sostanzia praticamente nella comparazione delle immagini degli oggetti che sono riportati sui cataloghi d'asta, come invece con le immagini degli oggetti che a noi risultano rubati e che sono immagazzinati nella nostra banca dati, di cui vi parlerò fra poco. È un'azione in cui conta molto il fattore umano. Noi abbiamo dei militari che sono specializzati, a furia di guardare questi cataloghi e di inserire in banca dati oggetti provenienti di furto attraverso segnalazioni che ci pervengono da tutto il mondo, addirittura hanno sviluppato una capacità di riconoscere anche a volo dei dipinti che sono stati magari sezionati. Controllo di piattaforme e-commerce e di siti online. Siamo agevolati in questa attività perché abbiamo stipulato degli specifici accordi, ad esempio con eBay, piuttosto che con ArtIndex e con ArtPrice, che sono praticamente delle piattaforme telematiche tra le più conosciute. E quindi ci danno, questi accordi ci consentono in tempo reale di poter identificare sia il venditore che l'acquirente di un bene che sta per essere venduto online. E con ciò ovviamente potendo essere molto veloci nel recupero dell'oggetto prima che possa essere disperso. Controllo dei siti archeologici e del paesaggio. Questa è un'attività anche molto importante che svolgiamo spesso con le sovrintendenze archeologiche e consentono di avere il polso della situazione, soprattutto della situazione in cui versano i nostri siti archeologici più importanti. Vi devo a riguardo dire che almeno 2 volte a settimana un piccolo gruppo di esperti, nostri investigatori, insieme a degli esperti della sovrintendenza archeologica, presidiano e vigilano su questi luoghi anche attraverso il pattugliamento aereo con l'ausilio dei nostri elicotteri, proprio per accertarsi che lo stato dei luoghi non sia stato modificato. Qualche volta è capitato anche di sorprendere qualcuno con il famoso spillone, conoscete bene, insomma, sondare il terreno alla ricerca, insomma, di qualche tesoro ulteriormente perduto. Come ho detto in apertura, il Comando Carabinieri di Tutela Patrimonio Culturale ovviamente ha una dipendenza funzionale anche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Ed in questa veste presta chiaramente anche ausilio durante attività di soccorso
in occasione, in concomitanza purtroppo di eventi tristi come terremoti e calamità naturali. E questo è ad esempio il caso in cui ci siamo imbattuti, che è avvenuto ad esempio nel 2009 all'Aquila a seguito di quel triste terremoto. Ebbene, l'opera dei carabinieri proprio del mio reparto è stata quella di trasportare materialmente, di prelevare materialmente alcuni oggetti sacri dalla cattedrale per trasportarli in luoghi sicuri, tra cui anche il nostro cavò. Ovviamente in aggiunta abbiamo eseguito dei servizi notturni per evitare attività di sciacallaggio che purtroppo sono molto frequenti durante questi tristi eventi. Ancora, attività di sensibilizzazione del pubblico. Un'altra attività che ci vede protagonisti, siamo soliti prendere parte a numerose conferenze e ci piace anche durante la settimana della cultura andare a fare visita alle scuole di tutti i livelli e di tutti i gradi, proprio per sottolineare l'importanza che ha nella crescita sociale della tutela del patrimonio culturale. E da riguardo vi devo segnalare che sono state intraprese alcune iniziative singolari e simpatiche, come ad esempio la creazione di un videogioco interattivo per bambini sul nostro sito Carabinieri, così come la creazione dei fumetti proprio a favore dei più piccoli. E questi fumetti raccontano delle investigazioni vere, ovviamente romanzate per poter essere fruite dai più piccoli. All'estero, andiamo a una parte anche importante, il Comando Carabinieri è il punto di riferimento nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia e fornisce il proprio ovviamente supporto specializzato anche in operazioni di peacekeeping. Ricordo a me stesso che il comando è stato presente tra il 2002 e il 2003 in Kosovo a seguito delle missioni di pace, così come dal 2003 al 2006 è stato presente invece in Iraq a seguito della missione Antica Babilonia. Ma non solo, gli ufficiali del Comando Tutela Patrimonio Culturale partecipano a progetti di gemellaggio, come ad esempio è accaduto con la Romania e con la Bulgaria, per aiutare quei paesi a sviluppare degli strumenti sia operativi che legislativi per poter efficacemente contrastare il traffico, così come invece riunioni e meetings internazionali a favore di quei paesi che in passato avevano fatto richiesta di poter entrare nella comunità europea, e quindi mi riferisco ad esempio alla Serbia, alla Turchia e al Kosovo. Per ultimo, attività di training a favore di agenti delle dogane e agenti di polizia dei vari paesi che ne fanno richiesta, sempre allo scopo di consentire, di aiutare questi colleghi nel perfezionare le tecniche investigative nella lotta al traffico. Questo è un po' la lista, l'elenco dei paesi a favore dei quali abbiamo svolto la nostra attività negli ultimi anni. È ovviamente soltanto una parte, siamo fatti oggetto di richieste molto frequenti. L'ultima, il nostro primo segretario confermerà, l'abbiamo ricevuta dall'Iraq, addirittura nuovamente questa richiesta di training a favore delle sue forze. Giusto per dare un quadro generale dell'attività repressiva, giusto per fissare un attimo le idee su quello che fa e che ha fatto il comando, dal 1970 al 2014 sono stati recuperati circa 1 milione di oggetti archeologici, 740.000 oggetti d'arte, quindi di antiquariato, e sono state sequestrate circa 270.000 opere falsificate. Questo giusto per avere un quadro complessivo dell'attività. Con un valore stimato ovviamente delle opere recuperate che si aggira a circa 80 milioni di euro. Questa è una stima approssimativa, ovviamente, perché mi insegnate che l'arte non ha prezzo, A partire dal 1980, e questa è quella riserva che avevo espresso prima e di cui adesso vi svelerò qualche piccolo dettaglio senza entrare nel merito, ci siamo dotati di uno strumento formidabile di indagine, che è questa banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. È stata istituita con il decreto del ministro e l'abbiamo denominata invece noi Leonardo. Ebbene, in questa banca dati sono stipate informazioni, sono stipate immagini veramente numerose, relativi a fatti anche ovviamente vecchissimi. E potete leggere che ci sono praticamente circa 6 milioni di oggetti che sono inventariati, 530.000 immagini a disposizione e 170.000 eventi criminali, tra cui soltanto 63.000 sono i furti.
Quindi, come potete immaginare, è una memoria che consente di risalire nel tempo ad eventi criminali, a fotografie, a persone, per poter innescare al meglio le indagini future. Vi devo anche dire che da un po' di tempo a questa parte, una piccola sezione della banca dati è anche disponibile per il pubblico, ed infatti attraverso un link del nostro sito istituzionale www.carabinieri.it si può accedere a una piccolissima sezione ovviamente della banca dati, piccolissima per modo di dire, perché si tratta comunque di circa 14.000 opere rubate, per cui qualsiasi persona può collegarsi in questo link nella sezione opere d'arte rubate, può provare a vedere se un'opera che desidera comprare possa essere compresa tra quelle che sono state schedate in banca dati. Sto per concludere e desideravo soltanto portare alla vostra attenzione una innovazione tecnologica che abbiamo lanciata di recente, peraltro ripresa anche dalla delegazione durante gli ultimi lavori all'UNESCO, e si tratta di questa app denominata ITPC, che praticamente è per la prima volta insomma, elaborata da una unità specializzata di polizia, a disposizione e disponibile per gli apparecchi più frequenti, più noti e più sviluppati sul mercato, quindi tablets e smartphone. E lo scopo di questa applicazione praticamente era quella intanto di sviluppare la tecnologia a disposizione per poter proseguire con il lavoro investigativo. Secondo poi, dotare i cittadini di buona volontà di un ausilio per poter magari segnalare ai carabinieri qualche cosa di strano, qualche oggetto di strano. Bene, questa applicazione attraverso 4 funzioni consente prima di tutto di visionare i beni rubati, secondo poi selezionare ovviamente il bene ritenuto di interesse e terzo di acquisire informazioni sull'oggetto. Attraverso quest'altra funzione invece è possibile addirittura controllare se un oggetto la cui fotografia abbiamo scattato di recente col telefonino possa essere compresa tra quei beni che sono oggetto di ricerca. Quindi si scatta la fotografia, la si inserisce, la si richiama praticamente nell'applicazione e si controlla il risultato. Dopo la ricerca in banca dati uscirà fuori il risultato. Perfetto, è rubata. Questa era un'opera rubata, abbiamo fotografato un'opera rubata. Terza funzionalità, la compilazione dell'Object ID. Tutti conosciamo questo formidabile strumento, questo formidabile documento che consente al possessore proprietario di qualsiasi opera d'arte di poter avere una memoria complessiva dell'oggetto che custodisce e quindi consente quindi di fare online e per proprio uso compilare questo Object ID. L'ultima funzione, diciamo quella più elementare, è quella di fornire informazioni sulla dislocazione, gli indirizzi degli altri nuclei del Comando Carabinieri di Tutela Patrimonio Culturale che esistono praticamente in Italia. Con questo io avrei terminato e vi ringrazio per la vostra attenzione. Avant de clore cette très intéressante soirée, j'aimerais inviter ici Monsieur Michele Canonica, président du comité de Paris de la Società Dante Alighieri, qui pourra de façon brève nous faire une allocution de clôture et donc nous donner son avis. Je vous remercie et au prochain événement de Faille France et de Récif. Merci beaucoup et encore merci au consul et à toutes les institutions qui nous ont permis de réaliser cette journée. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, en effet, je crois qu'il faut souligner la qualité des interventions de cet après-midi. Il faut adresser un remerciement spécial au consul général d'Italie, Andrea Cavallari, qui a reçu cette belle assemblée de personnes extrêmement intéressées aux différents sujets. Parce que là, j'ai regardé un peu le public, et le public était absolument capturé par la qualité des propos qui ont été proférés dans cette occasion.
il faut adresser bien sûr un remerciement à Romano Ferrari d'abord, parce que c'est lui le premier, c'est lui qui a souhaité le premier qu'on tienne cette réunion, qui est tellement liée aux activités du FAI, parce que disons que ça c'est l'objet du FAI. On a même organisé ensemble des événements ayant pour but d'attirer l'attention sur le FAI, mais il ne s'agissait pas, à proprement parler, de la problématique du FAI, alors qu'aujourd'hui c'était vraiment le patrimoine culturel, on était vraiment dans le vif du sujet. Tiziana Zalla est une personne d'une qualité extraordinaire, que j'ai connue ici, dans cette salle, lors d'un événement d'il y a un an environ. Par la suite, on s'est vu pour un entretien pour notre site, l'Italie en direct, et il faut dire qu'elle a une capacité aussi de communication. Elle mène un travail de spécialiste, c'est un travail très complexe, mais elle n'a pas perdu la capacité de communiquer avec tout le monde. Donc vraiment, un remerciement doit s'adresser à Tiziana Zalla aussi. Et parmi les interventions, qui étaient toutes d'une grande qualité, je dois souligner en particulier celle de Patrizia Asproni, parce que elle a insisté sur la nécessité d'un effort interculturel. C'est-à-dire, il est évident que quand nous présentons le Christ en Chine, nous risquons que la symbologie, tout le jeu métaphorique ne soit pas compris. Donc il s'agit d'une tâche vraiment d'envergure. Ce n'est pas une tâche facile, mais je dois dire que nous, la Dante, qui sommes de loin la plus grande association culturelle italienne, avec un demi-million d'adhérents dans ces 500 comités qui sont dans tous les continents, au jour le jour, nous, on mène exactement cet effort. Non pas appliqué d'une façon spécifique au patrimoine culturel et artistique, mais concernant la compréhension des chefs-d'œuvre de la littérature, du cinéma, de la peinture, de la musique, on fait cet effort. Évidemment, quand on est en France, on est dans un pays d'une civilisation proche de l'Italie. Et de toute manière, même en France, il faut essayer de faire comprendre certaines nuances de la culture italienne. Et évidemment, le cas de l'Asie est particulièrement parlant. Donc, voilà. Et justement, on avait consacré à ce sujet un colloque que j'avais moi-même organisé en 2012 à Rome, et le titre était Etica e organizzazione della cultura in Francia e in Italia. Cela s'est passé au siège central de la Dante, Palazzo Firenze à Rome, et justement c'était non seulement l'organisation mais aussi l'éthique, donc la moralité, la philosophie morale qui est derrière notre travail. Là, je termine parce qu'il est vraiment très tard. Il y a deux choses bien pratiques que je dois vous transmettre. La première, c'est que malheureusement, pour vous tous, il n'y aura pas de cocktail. Et il n'y a pas de cocktail, pourquoi? Ce n'est pas parce que notre ami Romano Ferrari serait radin, ce n'est pas ça du tout. Vous le connaissez et vous le voyez souriant et toujours disponible. C'est que l'argent qui aurait été destiné au cocktail sera destiné à Santa Maria di Cerrate. Et voilà, et voilà. En plus, vous savez que l'abus d'alcool fait mal. Donc, deuxième chose, je prie les intervenants de rester ici sur cette estrade, car on va faire des prises de vue vraiment de vous tous d'une manière spécifique pour notre site l'Italie en direct. Et un remerciement particulier à Borna. Oui, bravo.
il faut souligner qu'il n'a pas été seulement l'animateur de cette soirée, mais qu'il a suivi le travail d'organisation au jour le jour depuis plusieurs semaines. Heureusement pour moi. Grazie, grazie a tutti per la vostra attenzione.